Bonsoir et bienvenue sur Ciné Cinéma pour une soirée spéciale consacrée à Stanley Kubrick. Stanley Kubrick qui était né en 1928 à New York, qui est mort en 1999 à côté de Londres. Stanley Kubrick dont le dernier film, Eyes Wide Shut, est sur les écrans. On va parler ce soir avec Michel Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du cinéma, critique, on peut vous lire bien sûr dans Positif. Et vous êtes surtout, en tout cas ce soir ça nous intéresse particulièrement, l'auteur d'une somme considérable consacrée à Stanley Kubrick, éditée par Calman Levy. Je le montre tout de suite parce que c'est une œuvre qui a accompagné l'œuvre de Stanley Kubrick. Il faut quand même que vous nous racontiez, avant qu'on ne parle plus généralement du metteur en scène, quelle était la relation exacte que vous entreteniez avec lui, parce qu'elle est particulièrement rare. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir la confiance de Kubrick pendant 30 ans, depuis 68, 69, où je l'avais appelé pour savoir comment je pouvais avoir certaines photos pour Positif de 2001 qui n'étaient pas dans un jeu de presse. Il m'avait donné des conseils techniques, il allait me faire une projection, je porterais un pied avec un appareil de tel type, je devrais prendre la pellicule avec tant et j'exposerais à tant. Enfin, je n'étais pas du tout spécialisé dans la technique, donc... Et finalement, il m'a posé surtout beaucoup de questions, parce que Kubrick adorait poser des questions. Il préparait Napoléon, et il a commencé à me bombarder de questions sur Napoléon et sur les historiens français. J'avais fait des études d'histoire, c'était ma chance. Ça tombait bien. Voilà, ouais. donc j'ai pu lui dire, et ça a commencé à nouer une certaine relation. Puis ensuite, à partir d'Orange Mécanique, on lui a donné une liste de noms pour faire un entretien avec lui pour l'Express. Il a choisi mon nom. Et donc, j'ai fait cet entretien avec Orange Mécanique et ça a continué comme ça sur tous les films depuis Orange Mécanique. Parce qu'il faut bien préciser que Stanley Kubrick était quelqu'un qui vivait, on le dit en tout cas, de façon assez isolée. Il n'était pas coupé du monde, mais en tout cas, ses rapports avec la presse étaient extrêmement épisodiques. C'est rien de le dire. Enfin, il donnait très très peu d'interviews. Oui. Et donc, vous avez eu la chance, vous, de converser régulièrement, jusqu'à encore très récemment, avec Stanley Kubrick. Mais j'aimerais bien savoir de quoi vous parliez. Écoutez, peut-être le fait aussi que j'étais universitaire, parce que j'étais pas seulement critique, en plus je m'occupais d'une revue sérieuse, spécialisée. Je crois qu'il avait une méfiance des journalistes, et d'ailleurs je crois que quand on lit tout ce qui s'écrit sur lui en ce moment, des anecdotes totalement fausses, qu'il avait une clochette par exemple, pour faire stopper les gens au bout d'une minute, alors que les conversations avec Kubrick duraient 3/4 d'heure. Il y a tellement de mythologie et de fausseté qu'il était chrétien alors qu'il était juif, non pratiquant, mais il était juif. Enfin, on lit tellement de choses aberrantes qu'il avait raison peut-être de se méfier des journalistes. Donc c'est peut-être le côté universitaire, c'est quelqu'un de très sérieux. Et quand on parlait ensemble, eh bien, c'était souvent en rapport avec le cinéma, soit il préparait un film, il avait besoin, je me rappelle, il préparait un film sur le ghetto de Varsovie, sur l'Holocauste, qui s'appelait Wartime Lies, une éducation en Pologne, qu'il a finalement abandonné. Voilà, il y avait la liste de Schindler. Donc il m'avait posé des questions, parce qu'il savait que je connaissais un peu le cinéma des pays de l'Est, si je connaissais des costumiers, si j'avais remarqué dans certains films polonais des grands créateurs de costumes. Donc au fond, il se servait beaucoup des gens, et il faisait appel à eux. Bon. Et puis d'autre part, il y avait mon côté... Disons que j'allais dans les festivals, je suivais les jeunes cinéastes. Donc il vous demandait de lui parler du cinéma. Voilà. Et comme il faisait venir des copies de films et qu'il se renseignait toujours pour savoir ce qui se passait en Corée, ce qui se passait à Taïwan, en Italie, en France, les jeunes cinéastes intéressants, parce que lui-même avait débuté c'était un autodidacte, il avait débuté sur le tas, un peu comme, mieux encore que la Nouvelle Vague, mieux que Godard, il avait vraiment tout fait sur son premier film, dans les rues de New York. Le baiser du tueur, enfin il en avait fait un avant qu'il a renié, mais voilà, mais le deuxième en 55, le baiser du tueur était fait vraiment comme un film de la Nouvelle Vague, comme à bout de souffle. Donc il était pas nostalgique, mais il avait de la sympathie pour les jeunes cinéastes et il était très curieux de ce qui se faisait dans le monde. Dites-nous quel était le jeune cinéaste qu'il avait repéré ces dernières années, quel était celui qu'il suivait particulièrement? Écoutez, non, le jeune, je ne sais pas. Il se faisait passer. Il avait beaucoup aimé un film coréen que je lui avais recommandé. Pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient? Et d'ailleurs, c'est pour vous dire à quel point son cerveau fonctionnait de façon comme un ordinateur, et il classait tout. C'est que je lui avais dit que ce film était très beau, qu'il devait le voir, que c'était un garçon qui avait tout fait, le montage, la photographie, etc. Et puis je lui dis, en plus, il parle français, j'ai parlé avec lui parce qu'il a vécu 1 an à Paris. Bon, ensuite, 2 ans passent. 2 ans après, il me téléphone, il me dit, Michel, il y a Full Metal Jacket qui sort à Séoul. Il y a un employé de la Warner à Séoul qui dit que le titre coréen est très vulgaire. Un autre dit qu'au contraire, c'est un titre très, très classe. Est-ce que vous pouvez téléphoner à Young-Kyu Bae, dont vous m'aviez parlé? Je sais qu'il parle français, vous me l'avez dit. Appelez-le à Séoul, je vais vous donner le titre de Full Metal Jacket en phonétique et comment c'est écrit. Et puis, demandez-lui si ça peut aller. Alors, c'est vous dire, il avait tout recyclé, resitué. Et ça participe aussi de ce qu'on a pu lire à droite, à gauche, sur le fait qu'il était extrêmement perfectionniste, que si une copie d'un de ses films n'était pas bonne dans un cinéma,
il était au courant et faisait en sorte que ce soit corrigé. Il faisait changer le projecteur du cinéma. Et puis j'ai lu aussi que dans ses activités favorites des dernières années, je ne sais pas si c'est vrai, il regardait beaucoup le Tour de France à la télévision. Oui, sûrement, il regardait le Tour de France. Il aimait beaucoup Kieslowski, pour reparler de cinéma. Ouais. Il était fasciné par Kieslowski. Et d'ailleurs, il a dit à son scénariste Frédéric Raphaël, mais tu te rends compte, il a fait ses 10 films en un an, le décalogue. Ce qui n'est pas le cas de Kubrick, qui a quand même tourné 13 films Oui, en 45 ans. en 45 ans. Alors juste un mot, parce qu'on est encore, je trouve, aujourd'hui, dans l'écho, dans la rumeur de Eyes Wide Shut, qui est donc sorti à la mi-septembre en France, et qui est un film qui a fait couler sacrément d'encre. Il n'est pas question aujourd'hui de revenir encore et de critiquer le film, mais vous qui êtes un spécialiste et un amateur du cinéma de Kubrick, comment vous l'avez reçu alors que la critique s'est divisée, le public aussi? Comment vous avez reçu ce Eyes Wide Shut, qui est le dernier, l'ultime film de Kubrick? Je suis un peu un inconditionnel, mais je dois dire que le temps me donne raison, parce que le Shining avait divisé, 2001 avait divisé, Orange Mécanique avait divisé, et avec le temps, on se rend compte que la division se réunifie, au fond. Vous pensez qu'avec le temps? Mais absolument. Et d'ailleurs, déjà, je rencontre des tas de jeunes en particulier qui ont vu Eyes Wide Shut 3 fois, 4 fois, et qui n'arrêtent pas de l'interpréter, de s'interroger sur des coïncidences à l'intérieur du récit. Donc, pour moi, c'est un film, c'est son film le plus intime, incontestablement. Il a mis 30 ans à le faire, c'est que ça lui tenait très à cœur. Ça touchait, tous les films de Kubrick, évidemment, ont un rapport avec sa sensibilité, sa philosophie de la vie, ses angoisses, ses névroses. C'était incontestable, comme tout véritable artiste, mais je crois que Eyes Wide Shut parlait du couple. Or, Kubrick, qu'est-ce qu'il a vécu depuis 30, 40 ans, en dehors de ses films? C'était pas Hemingway. Il n'allait pas en Afrique, il n'allait pas chasser. Il vivait chez lui. Donc, le couple était sa deuxième vie. Sa première vie, c'était la création. Sa deuxième vie, c'est le couple, ses enfants, sa femme, etc. Donc, il a parlé du couple. Et je pense que c'est un film sur le rôle du fantasme dans le couple, sur les dangers du fantasme, en même temps la nécessité du fantasme. Et comme toujours chez Kubrick, l'équilibre entre la volonté de tout contrôler et le danger de tout contrôler. Michel Simon, je voudrais vous donner le sommaire de cette soirée. Il y aura dans quelques instants Orange Mécanique, suivi par le film Shining, suivi d'un making-of extrêmement rare qui est le making-of de Shining. Et on conclura avec Full Metal Jacket. Je voudrais qu'on revienne sur Orange Mécanique parce que vous évoquiez avec Eyes Wide Shut les pulsions. Orange Mécanique, c'est un film de pulsions, sur lequel d'ailleurs il y aurait beaucoup à dire parce qu'il faut le situer dans son époque. Nous sommes en 71 et le film dans l'œuvre de Kubrick se situe entre 2001 Odyssée de l'espace, 3 ans plus tôt, et Barry Lyndon qui viendra, je crois, 3 ou 4 ans plus tard. Un film donc sur les pulsions, Orange Mécanique. Oui, d'ailleurs, toutes les controverses autour du film ont tourné autour de cela. Parce que ce que Kubrick nous montre dans Orange Mécanique et qui a beaucoup fait amener des critiques, c'est qu'il nous montre que finalement, évidemment, un individu qui obéit à ses pulsions comme Alex, qui est vraiment une sorte de primitif, qui fait tout ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire c'est le degré ultime de l'homme pulsionnel, il vaut mieux encore être comme cela que être la victime d'un État totalitaire, ou même pas totalitaire, qui vous conditionne totalement et qui vous transforme en orange mécanique. Donc il vaut mieux être une vraie orange qu'une orange mécanique. Alors évidemment, les gens ont beaucoup protesté contre cela. Mais je crois que Kubrick aurait été très ferme. Ça ne veut pas dire qu'il défend ce que fait Alex, mais qu'il pense qu'un État totalitaire est pire encore, là où il n'y a que de l'ordre, c'est pire encore qu'un état d'anarchie totale. Mais ça a été mal compris, puisqu'à l'époque, le film a suscité de vives polémiques au moment de la sortie. Elles étaient, d'après vous, liées à une sorte d'incompréhension par rapport au message que voulait véhiculer Kubrick? Voilà, ce que Kubrick disait encore une fois, c'est qu'il faut faire attention à nos pulsions. Nos pulsions sont présentes. C'est un grand pessimiste, Kubrick. Au fond, c'est ce qu'il montre au début de 2001, des singes et ensuite des astronautes. Mais il n'y a pas une grande différence entre les singes et les astronautes. L'homme est resté un animal aussi, il est par ailleurs un homme cultivé, savant, etc. Mais fondamentalement, il y a une part animale en lui. Et ça c'est très freudien, si on n'accepte pas de considérer cette part animale afin de mieux la contrôler, on va vers de très grands désastres. Et Orange Mécanique, c'est cela. C'est-à-dire, c'est quelqu'un effectivement qui, dans la deuxième partie du film, va se retrouver totalement victime, et nous aurons une certaine sympathie pour lui parce que la structure d'État va le transformer en un objet totalement réifié. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est le côté politique de Kubrick. Je crois que Kubrick était curieusement à la fois un anarchiste et un conservateur. Il était anarchiste dans la mesure où il méprisait, il avait une grande défiance à l'égard de l'autorité religieuse, militaire, politique. C'était un homme totalement libre et hollywoodienne. C'est pour ça qu'il était vraiment un révolté contre Hollywood et qu'il avait mis Hollywood sous sa coupe.
Puisqu'il ne se déplaçait jamais à Hollywood, voilà, il faisait venir les responsables Voilà. de Warner chez lui. Et qu'il leur imposait ce qu'il voulait, c'est-à-dire Mhm. qu'il avait réussi à défier ce système. Donc c'est le côté anarchiste, individualiste, et en même temps c'était un très grand pessimiste. Il pensait que l'être humain ne s'améliorait pas vraiment, profondément, et comment lui donner tort quand on voit le Kosovo, Timor, Auschwitz, le Goulag. Donc il pensait qu'il n'y avait pas de progrès de l'humanité, même s'il y avait des progrès de l'éducation, de la pénicilline, etc. Mais fondamentalement, il n'y a pas de vrai progrès. Donc à quoi bon faire des révolutions, massacrer 8 millions de gens pour finalement retomber dans les mêmes erreurs. Donc c'est ce mélange, je crois, de rebelles et de pessimistes qu'on retrouve dans Roche Mécanique. Merci Michel Simon. Tout de suite. Cette soirée est consacrée à Stanley Kubrick sur Ciné Cinéma. On va maintenant, dans quelques instants, regarder un film que Stanley Kubrick a réalisé en 1980, c'est Shining, et je vous rappelle qu'à mes côtés, il y a Michel Simon. Michel Simon, lorsque Stanley Kubrick réalise Shining, là encore, il va donner une lecture qui est très personnelle d'un genre du cinéma. Il faut juste rappeler que le film se situe, à chaque fois d'ailleurs je resitue le film dans l'œuvre de Kubrick parce que c'est important. Juste avant, il a réalisé Barry Lyndon et juste après, il réalisera Full Metal Jacket. Quel est l'œil que vous posez, vous, Michel, sur ce film Shining de Stanley Kubrick? Vous l'avez dit, tous les films de Kubrick, sauf le dernier, Eyes Wide Shut, sont des films autour d'un genre qu'il essaye de renouveler et de faire mieux. C'est toujours son but. C'est un grand cinéphile, il voit tous les films et il veut aller plus loin et ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Alors ce qui est intéressant dans Shining, bon, c'est évidemment un roman de Stephen King qu'il a énormément retravaillé, élagué, coupé, etc. Mais il a mis en évidence un aspect du film qui n'est pas l'horreur pure. Il y a évidemment l'horreur dans Shining, mais qui est la cellule familiale, qu'il avait déjà traitée dans Barry Lyndon, qu'il va le traiter dans Eyes Wide Shut, c'est-à-dire, au fond, une famille qui ne fonctionne plus. Pourquoi? C'est une grande critique, je crois, de la famille américaine. Le père est un intoxiqué de travail, il consacre tout son temps au travail, il délaisse sa femme, il s'en occupe pas, elle est bonne à faire la cuisine, etc. Elle est complètement délaissée, plus encore que Nicole Kidman par Tom Cruise dans Eyes Wide Shut. Et donc, ça se situe sur un cimetière indien. L'hôtel est sur un cimetière indien, donc le lieu d'un génocide. L'Amérique est fondée sur un génocide. Et quand on vit dans un endroit qui était construit sur un cimetière indien, eh bien, ça risque de mal se terminer aussi pour toute la famille. Donc, c'est cet homme intoxiqué de travail, qui d'autre part est un créateur, mais qui n'arrive pas à créer, qui est complètement bloqué. C'est peut-être un fantasme de Kubrick, parce que Kubrick vivait dans une maison de 48 pièces avec sa famille. Donc, c'est un peu une version sombre et noire de ce qui pourrait arriver, mais qui n'est jamais arrivé, évidemment. Et donc cet homme souffre de claustrophobie, il souffre d'enfermement, et il est incapable de créer. Et cette incapacité de créer se retourne, du coup, contre sa famille. Donc je pense que c'est un aspect très important du film. Deuxième aspect du film, c'est le côté éternité. C'est-à-dire que Kubrick était obsédé par la mort, il avait peur de la mort. On sait que dans 2001, il a imaginé un fœtus astral, c'est-à-dire que le cosmonaute se transforme et renaît. Et là, dans Shining, il joue avec l'idée que cet homme que nous voyons a pu exister dans une existence antérieure et que cet hôtel est peuplé de gens qui ne meurent jamais. Et je crois que pour le temps d'un film, il y a cru. C'est un vrai artiste. Donc évidemment, il ne croyait pas aux fantômes, mais il y a cru pendant qu'il faisait ce film et il nous y fait croire pendant la durée du film. Vous avez évoqué le fait que c'était donc l'adaptation d'un roman de Stephen King. On sait qu'en fait, Stanley Kubrick avait, vous le dites dans votre livre, en tout cas dans sa jeunesse, 4 passions qui étaient la littérature, la photo, le jazz et les échecs. Et les échecs. Combien de... En tout cas, c'est pas plutôt combien, mais c'est quels sont les auteurs qui ont particulièrement marqué Kubrick? En littérature? En littérature. Il aimait Hemingway beaucoup, il aimait visiblement Nabokov, il aimait beaucoup, je crois, la littérature allemande et autrichienne. Il a voulu adapter, par exemple, Stefan Zweig, il a voulu adapter pendant 30 ans, il a finalement réussi, Arthur Schnitzler. Mais je crois qu'il avait des lectures très variées. Il n'avait pas un auteur privilégié. Je crois que c'est un homme il aimait beaucoup Dostoïevski et Kafka. Il aimait énormément Kafka. Et là aussi, c'est tout de même l'Europe centrale. On va donc voir ce que Stanley Kubrick a fait de Stephen King, de l'œuvre de Stephen King, avec ce film Shining, avec Shelley Duvall et Jack Nicholson, réalisé par Kubrick en 1980. La soirée entière est consacrée à Stanley Kubrick sur Ciné Cinéma. Nous passons cette soirée en compagnie de Michel Simon, qui est, je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, l'un des spécialistes de Stanley Kubrick en France. Vous lui avez consacré une somme, je le rappelle, chez Kalman Levy, qui est vraiment l'ouvrage de référence qu'il faut lire
si on s'intéresse à Kubrick et si on aime le cinéma. Et on va maintenant regarder un film qui est Full Metal Jacket, qui est sorti dans les salles en 1987. Et d'ailleurs, on avait noté à l'époque l'écart de plus en plus grand qui s'installait entre chaque film de Kubrick. Le précédent 80. daté de 80, c'était donc Shining. Et puis le suivant, Eyes Wide Shut, viendra donc 12 ans plus tard. Alors, Stanley Kubrick s'attaque aux films de guerre, comme l'avait fait Francis Ford Coppola quelques années auparavant avec Apocalypse Now. Et évidemment, le regard que Kubrick porte sur la guerre est un regard très particulier. Quelle est votre lecture, Michel, sur ce Full Metal Jacket de Stanley Kubrick? C'est amusant que vous citiez Coppola parce que je me rappelle avoir rencontré Kubrick. J'étais allé voir tourner l'Empire contre-attaque. Et il était en train de monter Shining. Et j'ai demandé si je pouvais le voir. Il m'a reçu dans sa table de montage. Il était en train de monter Shining. Et il m'a dit, est-ce que vous avez vu à Cannes, c'était en 79, est-ce que vous avez vu à Cannes Apocalypse Now? Et il m'a demandé de lui raconter dans le détail le film de Coppola, c'était au mois de juin. Donc j'avais vu 3 semaines avant, il avait eu des rapports, mais il voulait savoir à quoi ça revenait. À mon avis, il pensait déjà à son film sur le Vietnam, qu'il enchaînerait après Shining. Alors évidemment, la guerre pour Kubrick, c'est fondamental. Elle est dans Les Sentiers de la Gloire, elle est dans Barry Lyndon, elle est dans son premier film Fear and Desire, elle est dans Spartacus. C'est-à-dire que pour lui, la pulsion est fondamentale, et la pulsion, elle se retrouve à l'état pur dans l'amour et dans la guerre. Et donc, c'est les deux grands sujets. Les Grecs nous l'ont dit, Eros, Thanatos, la pulsion amoureuse, la pulsion guerrière. C'est là que l'homme n'a plus de frein. Et donc, ce qu'il a voulu montrer, je crois, dans Full Metal Jacket, c'est justement l'horreur de la guerre, mais sans être humaniste comme Oliver Stone dans Platoon, sans être métaphysique comme Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now, mais il a voulu simplement montrer la guerre comme le néant, comme un peu à la Céline. C'est-à-dire, la guerre, c'est quelque chose, il n'y a pas à faire de morale, il n'y a pas les bons contre les méchants, il y a une situation terrifiante et ça conduit l'homme à la destruction absolue. La destruction par déjà le lavage de cerveau. C'est-à-dire que dans Full Metal Jacket, on va voir comment l'homme va être totalement éduqué pour être une machine à tuer au point de perdre toute son individualité. Mais évidemment, la grande ironie de Kubrick, c'est que dans la première partie, on coupe d'abord, on commence par les tondre. Et déjà, c'est le début du film, d'être complètement tondu, ça vous enlève déjà votre humanité. On n'a plus ses cheveux. Et tout le processus de dégradation pour les amener à exterminer les Vietnamiens, et le paradoxe, c'est que toute cette éducation, je ne veux pas dévoiler la fin, ne servira à rien. C'est-à-dire que tous ces soldats d'élite vont se retrouver dans une situation atroce de destruction. Et nous, spectateurs, sommes très vite dans le bain face à ce sergent instructeur qui a marqué effectivement tous ceux qui ont vu le film et qui d'ailleurs n'était pas un comédien professionnel. Hein. C'était un sergent recruteur. Et d'ailleurs en même temps, parce que c'est là où toute la grande force de Kubrick, c'est qu'il déteste l'autorité, mais il est fasciné aussi par l'autorité. Et il est fasciné par le langage de ce sergent instructeur, par cette extraordinaire invention verbale qui est tout à fait stupéfiante, presque surréaliste. Et je crois que ça l'a beaucoup fasciné. Il est horrifié et en même temps fasciné. Il y a un petit détail amusant qu'on peut quand même citer, c'est que le film est censé se dérouler au moment de la guerre du Vietnam. Il a été tourné dans les environs de Londres. Ça permet à Kubrick de rentrer se coucher tous les soirs. Mais il m'a expliqué de façon extraordinaire. Il m'a dit, mais vous savez, je lui ai dit, vous avez pensé tourner au Vietnam? Il m'a dit, oui, bien sûr, on aurait pu tourner en Thaïlande. J'ai pensé à tout. Mais finalement, je me suis rendu compte que à Hue, où la grande bataille a eu lieu, il n'y a plus une maison qui était debout. Mais par contre, avant que ça soit détruit, il y avait des usines industrielles que les Allemands ont construites dans les années 30. Or, à côté de chez moi, il y avait ce même type d'usine, désaffectée. Donc, Hue se trouvait plus proche de Hue à Londres qu'à Hue même, où il n'y avait plus rien. Donc, j'ai fait sauter les vraies usines des années 30. On a racheté les bâtiments. Et donc, je me suis trouvé au fond avec quelques palmiers, des fumigènes, des hélicoptères. Et, voilà. Et du coup, on a un Vietnam beaucoup plus crédible à Londres que si j'avais tourné dans le sud-est asiatique. Merci Michel Simon. Tout de suite sur Ciné Cinéma, Full Metal Jacket, réalisé donc par Stanley Kubrick en 1987. Et François Forestier, nous parlerons bien sûr de ce film tant attendu depuis 3 ans, Eyes Wide Shut, le dernier Kubrick. Nous parlerons également d'une petite comédie belge qui n'est pas qu'une comédie, Les Convoyeurs attendent. Que faire quand on s'ennuie dans son couple au bout de 10 ans de mariage? Voilà la question qui est posée comme point de départ du nouveau film, donc de Stanley Kubrick. Le film a très bien démarré ce mercredi, mais il faut bien reconnaître que le film divise la presse, et c'est vrai qu'il y a quand même une relative déception. On peut lire notamment que le film est trop long, trop sophistiqué, pas assez érotique, etc. Et d'ailleurs, vous deux, vous n'êtes pas d'accord. Juste avant de vous entendre, je vous propose de revoir ce fameux teaser.
C'est dommage que tout le film ne ressemble pas à cette scène-là. Moi, je fais partie de ceux qui Un ont peu été déçus, hein. Oui, même beaucoup déçus. Alors peut-être c'est qu'on attendait trop d'un film de Kubrick. C'était le dernier. Le film est sorti après sa mort. Il y avait Tom Cruise et Kidman. On savait que le sujet était chaud. Et en même temps, on a l'impression qu'il traite jamais le sujet. Le film n'est donc pas comme le teaser. Hein. C'est vraiment le seul moment vraiment érotique du film. C'est pas du tout. Enfin, moi, je pense que c'est pas un film sur l'érotisme du tout. C'est justement le problème avec ce teaser, c'est qu'on a l'impression d'aller voir un film littéralement de cul, et pas du tout. C'est un film sur l'absence de désir. Donc c'est ça qui est intéressant dans le film. C'est un film un peu froid, c'est un film un peu distant, mais c'est une réflexion aussi. Oui, mais justement, on avait l'habitude de voir Kubrick dépasser tous les genres qu'il abordait, et là, on dirait c'est lui-même qui est dépassé, c'est-à-dire il dépasse pas le genre du portrait psychologique. On ne sait pas bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire c'est un film ni sur le désir, ni sur le sexe, ni juste sur la frustration. On a dit ça de tous les films de Kubrick, on ne sait pas ce qu'il veut. Quand il a fait 2001 Odyssée de l'espace, on disait on ne sait pas ce qu'il veut dire. Oui, mais on était épatés. On était épatés, alors que là, on n'est pas épatés du tout. Donne-lui un petit peu de temps, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes. C'est la première fois que Kubrick, qui a quand même fait plus d'une dizaine de films, attaque directement l'image du couple. Dans tous ces films, tu peux prendre tous ces films, il n'y a pas d'histoire d'amour, sauf dans Lolita, où il y a une scène, un plan érotique, où James Mason peint les doigts de Lolita. Et encore, c'est un film qui n'était pas totalement à lui. Non, mais c'est en ça que c'est touchant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit que c'est un film qui est sans doute un des films les plus personnels de Kubrick, justement. C'est-à-dire où il aborde un sujet qui, sans doute, lui tenait à cœur. En plus, ça fait, je crois, 20 ans qu'il voulait adapter la nouvelle de Schnitzer. Mais en même temps, je trouve qu'il a raté son objectif. Donne-lui un peu de temps. C'est vrai que c'est un film où on sort un petit peu perplexe. On ne sait pas très bien où le film va, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on a vu, mais quand on sort, on réfléchit, on y repense, et tu verras, tu le reverras dans 1 an ou dans 2 ans, et il te restera en tête. Et pourtant, la réflexion sur les tabous, la transgression, les interdits... Oui, ça, alors, sincèrement, moi, j'ai l'impression que c'est un film un peu du début des années 70. Je pense qu'on n'a pas vu le même film. D'abord, parce que les gens qui voient ce film et qui sont déçus par ce film pensent qu'ils vont voir un film réaliste. Ce n'est pas du tout le cas. Sûr, pas du tout le cas. Il a reconstitué New York, il a reconstitué les appartements, il a reconstitué le jeu des acteurs, mais pourquoi les faisait-il jouer en les poussant autant, justement pour arriver à une hyper-réalité. Oui, c'est-à-dire qu'on a un sentiment d'étrangeté constant. C'est vrai, mais et alors? C'est-à-dire, bon, ben d'accord, on a un malaise, et après? Et on bascule, on ne sait pas si on est dans le rêve, dans la réalité. Il joue avec le spectateur. Le titre du roman dont ce film est adapté s'appelle Traumnovelle. Oui, c'est un roman de rêve. Oui. Te donne la clé quand même de tout. Oui, mais le film n'est pas présenté comme ça. Et puis, sincèrement, on attendait mieux de Kubrick que sur les scènes un peu fantasmatiques. Et quand Tom Cruise imagine sa femme dans les bras d'un officier, que ce soit du noir et blanc, quasiment au ralenti. On attend mieux de ça du styliste qui est Kubrick quand même. Alors, on l'aura compris, vous n'êtes pas d'accord. Et je l'ai dit, c'est le cas aussi dans la presse. On peut citer Michel Bouju qui trouve que le film ressemble à une espèce de viennoiserie en stuc. 3 critiques donc, que nous avons interviewés, Michel Simon, Gérard Lefort et David Martinez de Technicart vont nous donner leur avis. Attention, danger, chef-d'œuvre, Kubrick. C'est le dernier film de Kubrick, c'est l'homme qui détenait la vérité, qui avait tout à dire, qui livrait son film testament. Et surtout, c'est un film qui clôt une boucle. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un film ultime, même s'il n'a pas été fait comme un film ultime. Je trouve que c'est une épitaphe assez extraordinaire à son œuvre. C'est pas du tout un film testamentaire, comme on dit. C'était un film qui, encore une fois, chaque fois que Kubrick faisait un nouveau film, il nous donnait l'impression que ça serait le dernier. Qu'est-ce qu'est le film? C'est un rêve. C'est une espèce de rêve érotique masculin qui traite des fantasmes, du désir, de la paranoïa, de la peur. C'est un film d'angoisse, comme tous les films de Kubrick. C'est une enquête sur le désir et les fantasmes. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on en est à ce point de civilisation à la fin du XXe siècle où tous les fantasmes sont des clichés. C'est un film qui, pour la première fois, et c'est ça qui est stupéfiant, donne une note d'espoir. C'est la première fois que Kubrick, alors que tous ses autres films sont désespérés, apocalyptiques, nihilistes, à la fin, il y a l'affirmation d'une possibilité pour le couple de vivre ensemble. Oui, employons les grands et les gros mots. C'est un film métaphysique, c'est pas un film physique. Et donc, c'est un film qui dit tout simplement... c'est un film sinistre, c'est un film mélancolique, c'est un film... le dernier mot du film, c'est « fuck ». C'est un film qui, pour moi, vraiment marche sur une très très fine ligne entre le grotesque et le sublime. Pour moi, le film tel qu'il est un film vraiment extrêmement symétrique, totalement cohérent,
et qui me donne une impression de finitude. Ça n'est pas un pur produit de consommation. On est là en même temps pour apprécier, pour réfléchir, pour comprendre. C'est à la fois, je trouve, un défi à toutes nos valeurs. C'est un film qui remet en question le spectateur. Là, je ne suis pas d'accord du tout. Hein. C'est surtout un film qui met en question le cinéma, l'image elle-même. D'ailleurs, c'est ce que Kubrick a fait dans toutes ses œuvres, dans tous ses films. C'est ce qu'il a fait de film en film. C'est l'image qui prime, c'est l'image qui est composée, comme des tableaux. Souvenez-vous de Barry Lyndon, souvenez-vous de 2001, Odyssée de l'espace. Tu l'as dit, est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre comme les autres? On sent bien que celui-là, il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose, je veux dire, tout le monde est un peu gêné pour en parler. On dit il faut le revoir 2 fois, il faut laisser le temps passer. Moi, je trouve que dedans, c'est vrai que tu parlais de l'image, tu disais que c'était toujours important. Et justement, d'un point de vue d'image, il n'y a rien d'exceptionnel dedans. L'orgie de la fin, on a l'impression de l'avoir vu dans un mauvais film des années 70. Vous voulez dire que si ce n'était pas un film de Kubrick, tout le monde oserait dire que c'est un peu ennuyeux? Peut-être, oui. Peut-être, oui. D'habitude, chez Kubrick, il y a une flamboyance qu'il n'y a pas là. Je préfère un demi-échec de Kubrick qu'une réussite de Claude Lelouch. Hein, pour moi, même si c'est une bataille perdue, parce qu'on ne peut pas parler du désir au cinéma, c'est impossible. Ce film est beau comme une bataille perdue. Voilà, puisqu'on parle de bataille, on va tout de suite voir un extrait qui ressemble vraiment à une bataille, à une guerre. C'est ce couple, Tom Cruise, Nicole Kidman. I'll tell you what I do know is you got a little stoned tonight, you've been trying to pick a fight with me, and now you're trying to make me jealous. But you're not the jealous type, are you? No, I'm not. You've never been jealous about me, have you? No, I haven't. And why haven't you ever been jealous about me? Well, I don't know, Alice. Maybe because you're my wife. Maybe because you're the mother of my child. And I know you would never be unfaithful to me. You are very sure of yourself, aren't you? No. I'm sure of you. Alors, on a beaucoup dit que les acteurs surjouaient. On peut dire aussi que Sidney Pollack joue dans le film. Est-ce que vous aimez le jeu des acteurs? Il a l'air pas très content de son jeu, Sidney Pollack. Il dit, oh là là, moi, je l'aurais vu moins formel, le personnage, de manière moins académique. Bon. Kubrick a poussé le jeu des acteurs jusqu'à l'extrême, un peu au-delà de la réalité. Voilà, il leur faisait jouer 40 fois la scène, jusqu'au moment où ils arrivaient à un certain naturalisme, donc à notre habitude qu'on a du cinéma. Et puis, il les poussait tellement jusqu'à un moment où ils étaient fatigués et ils jouaient de façon un tout petit peu décalée. En tout cas, le couple, le mystère du couple, l'enfer du couple, même si ça ne plaît pas toujours à Jean-Pierre, ça plaît pas mal. Non, le sujet est bien, c'est le traitement. Ça plaît en tout cas aux premiers spectateurs que nous avons interviewés ce mercredi à la sortie des salles. Je vois pas le thème du film. J'arrive pas à mettre un thème sur le film. Il y a plusieurs lectures. On peut y voir le fantasme, le sexe, le désir. Le sexe est tellement présent qu'il en devient dérangeant et que je pense que c'est très ironique, beaucoup de points, et c'est très gênant souvent. Non, c'est un film tout en subtilité par rapport au sexe. Le sexe a un intérêt et il est violent. Il pousse pas, c'est pas charmant, c'est pas excitant, c'est violent. C'est un film vraiment à méditer en fait. C'est un film il faut y réfléchir, faut gratter un peu un peu l'écorce et trouver un peu la profondeur du film. C'est un bon Kubrick parce que, encore une fois, il nous fait nous poser énormément de questions, il nous dérange, on ne sait pas quoi en penser, c'est vraiment difficile d'en parler et de se trouver dans son film. Le dernier Kubrick, donc on l'aura compris, divise, mais c'est ce qui est intéressant, puisqu'il faut aller voir le film, ne serait-ce que pour passer une très bonne soirée à discuter pendant au moins 3-4 heures avec ses copains. Ça provoque des discussions très passionnées. Voilà.